Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va pas analyser les tableaux d'un tournoi, mais on va faire le résumé du Masters 1000 de Montréal. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager à vos amis et à vos proches, et surtout à donner votre analyse dans les commentaires. Sur ce, bon visionnage. Le Masters 1000 de la Roger Cup vient de se terminer et c'est l'Espagnol Pablo Carreño Busta qui le remporte et remporte donc son premier Masters 1000 de sa carrière et le premier titre de sa saison. Il le remporte face au Polonais Hubert Hurkacz qui disputait sa deuxième finale de Masters 1000, lui qui avait remporté le Masters de Miami l'année dernière. Pour se hisser juste en finale face à Hubert Hurkacz, Pablo Carreño Busta, qui n'était pas tête de série, affronte directement au premier tour une tête de série, celui qui est très en forme depuis son retour de blessure, l'Italien Matteo Berrettini. Mais il remporte son premier match sans trop de difficultés, 6-3, 6-2, pour se hisser au deuxième tour face au grand espoir, le Danois Rune, mais va l'humilier 6-0, 6-3 pour affronter en huitième de finale le très grand Yannick Sinner qui est très en forme avec notamment sa victoire sur la TP 250 UMAG en ayant battu notamment Carlos Alcaraz. Mais Carreño Busta ne se fait pas peur et remporte sans trop de difficultés Sinner 6-2, 6-4 pour s'y hisser jusqu'en quart de finale où il affronte un autre très grand espoir de tennis, Jack Draper, mais va battre avec un peu plus de quand même de difficultés au premier set 7-6 avant de dérouler au deuxième set 6-1 pour se hisser jusqu'en demi-finale où il va affronter un autre Britannique. Pour moi, la grande surprise de ce tournoi, Daniel Evans. Là, ça va être un vrai marathon ce match où il remporte le premier set 7-5 avant de perdre le deuxième set 7-6 avec notamment 9-7 au tie-break. Puis va dérouler finalement au dernier set 6-2 où Daniel Evans avec la fatigue accumulée avec les tours précédents et notamment le tournoi double qui fait en parallèle ne tient pas au dernier set. Et en finale, il affronte Hubert Hurkacz où il remporte encore en 3-7 et notamment avec 10 remontées où il perd le premier set 6-3 entrée et de gagner 6-3, 6-3 avec notamment un double break face à Hubert Hurkacz dans le dernier set, ce qui est plutôt pas mal. Hubert Hurkacz qui est vraiment un très grand serveur. Hubert Hurkacz lui avait notamment une partie de tableau un peu plus pas difficile, mais en demi-finale avait affronté un joueur la tête des séries numéro 4, le Norvégien Casper Ruud. Il avait remporté 5-7, 6-3, 6-2. Et aussi, juste avant en quart de finale, avait notamment battu Kyrgios, qui est resté sur une très longue série de victoires, et avec notamment depuis Wimbledon, celui qui a le meilleur, je pense, ratio de victoire-défaite, avec notamment sa victoire à la TP 500 de Washington. Mais avec sa fatigue accumulée, Kyrgios ne tient pas au dernier set, au troisième, pour se prendre un 6-1 face à Hubert Hurkacz. C'est juste Hubert Hurkacz qui a vu des premiers tours plus faciles. Au deuxième tour, il affronte Finlandais Ruusuvuori, c'était plutôt un tour test. Il le passe avec quand même pas mal de difficultés en 3-7, 6-3, 6-7, 6-2. Mais finalement affronte au troisième tour Ramos Vinolas, là qui aurait pu être un match plutôt facile, Albert Ramos Vinolas qui est plus un joueur terre battu, mais il va le remporter quand même avec beaucoup de difficultés, avec il perd notamment le premier set 7-6 avant de gagner 6-2 et 7-6. Carreño Busta avant Wimbledon restait sur zéro titre et il n'avait faisait pas une saison à la hauteur de ses attentes. Il était 25-30e à la race, ce qui est plutôt pas mal, mais par rapport à son classement n'était pas suffisant. Il avait pourtant un bon ratio de victoire, 54%, plus de victoires que de défaites, mais ce n'était pas vraiment excellent. C'était surtout deux gros tournois qui lui avaient permis de le sauver à son classement et à la race. Il avait fait la finale avec l'équipe espagnole à l'ATP Cup où il perd face au Canada. Il lui en finale perd son simple face à Denis Shapovalov. Et aussi à sa finale sur terre battue à l'ATP 500 de Barcelone où il perd face à Carlos Alcaraz qui était juste monstrueux en début de saison. C'était presque quasi impossible de le battre avec où il avait notamment battu, remporté je veux dire, deux Masters, le Masters de Miami et de Madrid. C'est juste après Wimbledon avec plutôt une bonne surprise au tournoi de la Halle finalement qui perd face à Nick Kyrgios, lui qui avait jamais remporté un match sur gazon, va plutôt partir avec des bons espoirs à Wimbledon mais perd d'entrée au premier tour. Juste après Wimbledon, il doit défendre son titre à Hambourg, la TP 500, mais perd directement au deuxième tour
face au Slovaque Alex Molcan, et donc on se doute pour savoir s'il va remporter ou pas ce Masters 1000. Mais arrive à faire une demi-finale d'un ATP 250 à Gastad, mais le perd en demi-finale face à Cherundolo qui le remporte juste après. Et c'est plutôt à ce Masters qu'on le voyait pas, on le voyait déjà, en tout cas je le voyais moi directement perdre au premier tour face à Matteo Berrettini, mais remporte ses matchs petit à petit et fait ses matchs au jour le jour pour le remporter, et donc va énormément augmenter au classement. Il passe 14e mondial à la fin de cette semaine et 11e à la race. Et donc il peut viser le Masters de fin d'année de Turin, lui en plus qui fait souvent des très bonnes performances à l'US Open, avec notamment deux demi-finales, une en 2017 et une en 2020, même si elle reste très controversée avec notamment la disqualification de Djokovic en quart de finale ou en huitième, où il avait envoyé une balle sur une juge de ligne. À la fin de ce Masters, ça lui fait alors un total de 83% de victoires, ce qui est juste monstrueux. Mais est-ce que va-t-il tenir jusqu'à la fin, jusqu'à Cincinnati? Est-ce que va-t-il tenir son titre, lui qui n'est pas encore tête de série à Cincinnati, donc a tout quand même un tirage assez compliqué face à Kepmanovic. Il affronte Kepmanovic d'entrée. Donc Kekmanovic est plutôt un joueur piège et qui a pu se reposer, et donc il peut perdre juste d'entrée à Cincinnati, et surtout au deuxième tour on peut avoir la revanche contre Sinner. La grosse confirmation du jeune espoir, c'est la britannique qui est Jack Draper, à seulement 20 ans, fait son premier quart de finale de Masters 1000, ce qui est plutôt monstrueux. Après par rapport à Alcaraz ou Sinner, c'est moins bien, mais pour moi à 20 ans c'est énorme. Lui qui au début de saison était 262e mondial au classement ATP, il y avait 0 titre en Challenger, a vraiment fait un début de saison monstrueux en remportant notamment 4 titres Challenger et se hisse jusqu'à la porte du top 100 mondial. Et c'est après Wimbledon là où il va enchaîner, où il remporte notamment face à Tyler Fritz, top 20 mondial, ce qui lui fait remporter vraiment son premier gros joueur ATP. Et puis c'est là où ce Masters qui va se révéler, ou plutôt confirmer son jeune talent, en notamment battant au deuxième tour son premier top 10 Tsitsipas, mais Tsitsipas qui vraiment depuis Roland Garros n'arrive plus, Roland Garros perd face à un autre espoir Runeux. En battant Tsitsipas, ça lui permet d'aller au troisième tour où il affronte Gaël Monfils, où il remporte le premier set, mais après je viens de se faire breaker Jack Draper, Monfils se blesse, et ça lui permet d'aller en quart de finale, mais je pense que c'était quand même mérité. Lui qui était en plus issu des qualifications, donc il a fait enchaîner vraiment beaucoup de matchs, et donc ça lui permet d'affronter Carino Busta, mais comme je vous l'ai dit, Carino Busta remporte ce Masters, et donc perd face à Carino Busta, mais pour un premier quart de finale de Masters, c'est des bons espoirs pour la suite. À la fin de ce Masters, lui qui était 82e mondial au début de la semaine avant le Masters de Montréal, va passer 55e au classement ATP, ce qui fait par rapport à son début d'année, il a gagné plus de 200 places, ce qui est énorme, ce qui est sûrement un des joueurs qui est rentré dans le top 100, qui a eu une des plus grosses progressions, je pense. Et aussi est 38e à la race, et donc est classement race largement supérieur à son classement ATP. Et donc sûrement s'il arrive à faire une aussi bonne performance au Masters de Cincinnati et à l'US Open, peut peut-être être tête de série à Melbourne et viser un top 30 mondial à la fin de la saison s'il continue sur sa bonne lancée. Ce Masters 1000 de la Roger Cup nous a donc réservé beaucoup de surprises avec, comme je vous l'ai dit, Daniel Evans, Jack Draper, les Britanniques qui étaient vraiment en très grande forme, et notamment les défaites prématurées des grosses têtes de série, Tsitsipas, Roblev, Alcaraz, Sinner, Medvedev. Seuls Hurkacz, Auger-Aliassime et Casper Ruud arrivent à tenir leur rang, et notamment Casper Ruud, qui est vraiment, je pense, assez un joueur sous-coté, car il remporte vraiment beaucoup de matchs. On dit plus que c'est un joueur terre battue et 100% ATP 250, je le pense pas, hein. Il a notamment battu des gros joueurs, et notamment Félix Auger-Aliassime, où il a vraiment humilié hein, à domicile. Auger-Aliassime quand même qui continue, et je pense que Cincinnati pourra faire une bonne performance.
J'espère que cette vidéo résumée de la Roger Cup vous aura plu. Bye tout le monde.